L'itinérance est prétexte à découverte, ou l'inverse peut-être. Ce qui est avéré, c'est le rendez-vous fixé ce matin avec mon ami Yves, au premier départ du petit train de la Rune, pour une semaine de marche dans le Pays Basque, côté français. Près de 115 km nous attendent, à la découverte d'un pays funambule entre la France et l'Espagne. Notre tracé suit cette frontière est le GR10, depuis la côte atlantique jusqu'à l'extrémité est du Pays Basque. Alors nous en fait, on va commencer notre marche sur le GR10. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible d'arrêter le petit train quand on va pouvoir le croiser juste avant d'arriver à la Rune? Oui, c'est possible. Le GR10 passe au lieu des trois fontaines. Donc exactement. Trois fontaines, exactement. On s'arrête là. Eh bien c'est génial, génial. Comme ça on commencera notre marche, monsieur. Au Pays Basque. Ne me trouble pas, je suis en train de conduire le train. Là, on traverse avant que vous repartiez. Hop. On va aller voir la mer. Parce que monsieur de la montagne qui ne veut jamais aller voir la mer. Comment jamais voir la mer? J'y suis allé pendant des années voir la mer. Prêt pour le décollage? Déjà, là, on a déjà Saint-Jean-de-Luz. Bidart, qui est juste là, et après Biarritz, qui est plus loin. Biarritz, l'embouchure de la Dour, là-bas, là, le grand fleuve qui rassemble les eaux du Pays Basque. Et Bayonne, ici. Notre chemin vers les Pyrénées est un fil tendu depuis le Labour jusqu'à la Soule, en passant par la Basse Navarre. Dès les premiers pas, nous sommes plongés dans les couleurs chaudes du paysage. Une terre rouge, unique, comme la langue de ce pays aux racines encore mystérieuses. Du cheval mi-sauvage, le potioc, croisé tout à l'heure, jusqu'aux plus petites fleurs, nous sommes attentifs à la beauté de ces lieux. Attentifs à ce que nous enseignent les pierres, l'histoire, les légendes et les rencontres. Comme si la marche imposait un rythme au regard, une curiosité de chaque instant. On va voir les petits sous-bois qui vont nous protéger du soleil. Ça tape là, hein? Ça commence bien, hein? Ouais. Croyez pas, en partant. Une petite habitation, chambre, salle à manger, salle de bain. Ah, tu veux des faire ponts, comme dans le Baron Perché? Exactement, le rêve de Calvino. Vivre dans ton chêne. Vivre dans les arbres et plus toucher terre. Oh regarde, dis donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit hibou qui est tombé du nid. Oh là là, il est complètement... Ouais, non, il est déjà bien bas, non. Oh, Il n'a pas plus de quelques jours. Bien fragile. Peut-être 2 semaines. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas de solution parce que si on l'emmène, il va mourir dans nos mains de chaleur avant même d'arriver au village. Et ensuite, il faudrait trouver quelqu'un pour le nourrir pendant 3 mois, tous les jours, 10 fois par jour, comme ça. À supposer qu'on puisse, mais je suis sûr qu'il est trop faible pour qu'on l'emmène. Ce que je peux faire, c'est essayer de trouver son nid, mais je ne sais pas du tout où il est. Il est sur cet arbre probablement. Je vais aller voir. Si tu m'assures un peu. Tu vas aller voir. Attends. Tombe pas, hein? Non. Bravo. Alors attends, la niche, elle doit être... Ouais, te casse pas la figure, hein? Et ça ressemble à quoi, le nid, tu crois? Tu cherches un trou au bord duquel il y aurait éventuellement des fientes. Ouais, c'est ça. Il y a plein de fientes. Et il y a des plumes, hein. Ici, oui. Il y a des plumes? Ouais, il y a des plumes, il y a des petites plumes. Hein. On peut essayer de le mettre là. Je vais te le passer si tu veux. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'en bas, sinon, il se fera manger. Tu crois que tu y arriveras? Tu peux me le mettre dans la main, le poser. Oui, mon pépère. On va te remettre dans le nid. C'est pas évident, c'est hyper casse-gueule. Tiens, mon pépère. Allez.
Petit hibou, on pense à toi. À la chapelle de Sainte-Engrâce, tu pourras dire à la Sainte, j'ai fait une bonne action pendant toute cette balade. J'ai sauvé un petit hibou. J'espère en faire d'autres. On n'est plus très loin de Sarre, là. Hein, on va arriver, hein. Ouais. Sarre. 2 minutes d'arrêt. T'es encore dans le train, là. Voilà. Dans le petit train. On passera à vous voir. À Sarre. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Voilà, c'est Vous- pas là, tu c'est sais pas où- là, c'est pas là, c'est Non. pas là. Le GR10, vous savez où il repasse? C'est par là? Non? Si. Non. Alors, Là, c'est pas là. Où ils ont mis les marques? attends, je crois que il faut descendre. Yves, Hein? Ah ben voilà, ça y est, tu vois, on est quand même sur la bonne piste. Aïnoa, c'est bon. Aïnoa, c'est là qu'on va. Ouais, 3 heures. 3 heures. Ouais. Allez. Et tu sais que c'est aussi l'endroit qui porte la légende de la contrebande, Sarre. C'est un endroit, notamment où sont passés beaucoup de réfugiés républicains espagnols après le triomphe de Franco en Espagne. Et les gens qui sont passés d'Espagne en France pour chercher la liberté, eh bien, sont passés là. Donc en temps de guerre, on était dans des histoires d'hommes, de passeurs d'hommes et d'armes. Mais aujourd'hui, alors, est-ce que cette frontière est encore un passage? On va reprendre les chemins de la liberté frontaliers. D'après les inscriptions, c'était aussi une maison des rendez-vous amoureux, hein, parce qu'il y a des Jacques et Annie, etc. Quand on était sur la frontière, ça devait être un Français, un Espagnol. C'est pas simplement juste des échanges de marchandises ou d'hommes ou d'armes, mais aussi peut-être de cœur. Ah ben voilà, enfin quelque chose qui nous remet un peu dans le sentiment. Moi, je suis pas mécontente d'arriver, j'en ai plein les pattes avec cette chaleur aujourd'hui. Je sais pas, Ah bon? pas responsable. T'es pas responsable, d'accord. Déclaré irresponsable complet. Avec l'équipement, on sait quand même qu'on est au Pays Basque. On ne peut pas se tromper là. Ce matin, j'ai hâte de retrouver notre chemin. L'itinéraire prévu emprunte aujourd'hui les premiers cols du Pays Basque. Et même si la pente est rude, je ressens l'énergie d'une tradition séculaire de marcheurs. Chaque lundi de Pentecôte, depuis près de 500 ans, les habitants d'Aïnoa escaladent ce sentier pour un pèlerinage jusqu'au lieu-dit des Trois Croix, à 389 mètres.
Regarde comme c'est beau. Ces stèles funéraires. Je crois qu'ils appellent ça les stèles discoïdales parce qu'elles sont surmontées par un disque où il y a toute une légende, un ensemble de symboles qui représentent ce que les sculpteurs de ces stèles voulaient souhaiter pour le mort. Alors c'était dans la vallée, on enterrait dans les jardins. C'est à partir, je crois, du XVIIe siècle que les stèles comme ça se sont multipliées au Pays Basque. Tu vois d'ailleurs, 1635, 1723. C'est un lieu qui est magnifique, hein, qui embrasse toute la vallée. C'est là-haut qu'il faut grimper maintenant, tu vois, être rapproché du ciel. Ça, j'aime bien. Il y a un proverbe tibétain qui dit « Quand tu arrives au sommet, continue à grimper ». Alors c'est bien pour notre route. Et là, tu vois, parce que tu étais bien sage, il y a des plantes endémiques là, que je vois d'ici. Petite fleur. Des petites fleurs. Oups là. Voilà. Le nez. Narcisse, bulbocodium, Narcissus bulbocodium. Tu vois, la partie ici qu'on appelle la couronne est très très longue. C'est la seule espèce de narcisse qui soit comme ça dans toute l'Europe et même ailleurs. Et le privilège, c'est de l'admirer ici, à Meace. Le narcisse bulbocodium de Meace, c'est dur à dire, mais c'est beau. Hein. On dirait un petit soleil. Oui, c'est vrai. Ouh, ça souffle. Hein. Écoute, là, si on a de la chance, on va croiser quelques vautours et autres rapaces qui sont les... Là-bas, c'est ce qu'on appelle en espagnol les peñas, c'est les falaises. Et dans ces peñas, les rapaces sont extrêmement nombreux. Ils trouvent à la fois des cachettes, des lieux pour faire des nids, des proies. Des gens qui ont une tête d'ornitho. La tête de l'ornitho, c'est quelqu'un qui a des yeux prolongés. Ça, c'est un ornithologue. C'est une mutation. Avec la tête levée. Moi, j'irais bien leur demander s'ils peuvent nous prêter leurs jumelles parce qu'on n'en a pas prise pour voir ces rapaces de plus près. Dis-moi ton prénom. Moi, c'est Priscilla. Alors voilà. Pris, elle fait les balades avec moi un peu partout le long du Gérédis, en France. Ouais. Est-ce que je peux vous emprunter? Et pour tout dire, cette année, on avait deux couples en nidification, ils ont déjà échoué. Il y a eu des conditions climatiques très mauvaises, et même en Navarre, la situation n'est pas meilleure. C'est souvent des
des lieux de niche, là, toutes ces falaises de grès? Et absolument. La population nicheuse du Pays Basque doit être de l'ordre de 300 couples, là où elle était de 50 couples en 1978. Il faut dire quand même que c'est le troisième plus grand oiseau d'Europe, qui fait 2,50 m d'envergure. Et il fait 8 à 10 kg en termes de poids. Il faut se rappeler que les vautours, ils ont une vision 8 à 10 fois supérieure à l'homme. Ça veut dire qu'ils voient comme moi avec mes jumelles. Ils sont capables de zoomer sur leur charogne qui est en bas à plusieurs kilomètres. Et une curée, ça se passe en fait comme ça. C'est-à-dire qu'un animal qui est mort, les premiers à arriver, c'est les corvidés. Grands corbeaux et corneilles. Dans les 20 minutes qui suivent, il arrive des vautours de partout. C'est l'oiseau le plus affamé qui est le plus virulent. C'est-à-dire que celui qui a déjà mangé, il est un peu repu, donc il est moins combatif que l'oiseau qui a très faim qui vient d'arriver. Donc c'est une mêlée, c'est vraiment une mêlée, pas une mêlée de rugby parce que c'est un peu ça quand même. Pas spécialement pour élever mon âme, mais en tout cas pour recycler mon corps, je voulais que quand je serai mort, on mette mon corps au sommet d'une tour comme chez les Parsis et qu'on laisse mon corps être dévoré par les vautours. Et je trouvais que c'est une très belle façon de finir. Allez, suffit les vautours. Ce sera jamais à Bidaraï ce soir. Il y a encore un bout de chemin. Enfin. Là, ça me fait vraiment penser aux chemins himalayens, tu sais, qui sont à flanc de falaise comme ça. On a passé des comme ça. Ah ouais, plein. C'est dur la descente. Hein. Ouais, casse-gueule. Alors si je me trompe pas, on n'est pas loin d'une grotte là. Yves, je vais aller voir, tu me rejoins? Oui, c'est un tout petit peu plus bas. Brice, qu'est-ce que tu fais? Regarde comme c'est beau cet endroit. Qu'est-ce que c'est une grotte au culte animiste. Et c'est encore très courant que les gens viennent en pèlerinage ici pour se rendre près du stalagmite qui est au fond, pour recueillir un peu d'eau qui soignerait les plaies de peau, les maux. Et souvent on raconte, en tout cas moi j'ai entendu ça beaucoup dans les médecines traditionnelles, que les leveurs de maux projettent la maladie sur des arbres ou des lieux un petit peu sacrés et par le biais de petits mouchoirs qui auraient frotté les problèmes de peau, les eczémas par exemple, ou des maladies Ça enlève la maladie en frottant dessus. Voilà, exactement. Et donc après on va coincer, comme là, comme tu trouves un petit peu partout, ces mouchoirs. Comment s'appelle cette grotte? La grotte du Saint qui sue. Le Saint qui sue. Voilà, parce que tu vois, le stalagmite sue de l'eau. C'est vrai que vu le nombre de mouchoirs qui sont là, regarde, il y a des petits objets. Le culte est extrêmement actuel. Bien sûr. Et très fort en tout cas.
Alors, si je me rappelle bien, je crois qu'il y a une légende sur ce pont, comme quoi ce seraient les laminacs, les petits lutins, ouais, les petits lutins bienfaisants, tu sais, aux pattes de canard. Avec des... Pattes de canard. Ouais, les pattes de canard ou sinon des pieds de chèvre. Ils sont très poilus. Et on raconte dans la mythologie basque qu'ils construisent les plus gros édifices du pays, les ponts, les chapelles. Et si on regarde bien, normalement, leur signature, c'est qu'ils ne terminent pas leurs édifices. Donc ils laissent des pierres, il y a des pierres manquantes. Sur les fondations ou en haut? Parce que ça... Bah, écoute, c'est pas la même chose pour la stabilité. il faut être très léger, il faut marcher tout doucement sur le pont. Le pont en fer de Bidaraï est à 150 mètres d'altitude et nous attaquons les crêtes d'Iparla, qui culminent à plus de 1000 mètres avant de redescendre vers Saint-Étienne de Baïgori. La crête dit par là. Iparla, c'est par là. Il paraît qu'il faut avoir parcouru ces crêtes un jour pour mieux embrasser les horizons de ce pays. Si au moins on avait le vent dans le dos, ça nous pousserait, mais on l'a de côté. Ça marche pas. On a retrouvé la piste? Eh ben, le GR, il descend là. J'avais repéré que c'était pas la même vallée, qu'il fallait surtout pas redescendre dans l'autre. Oui. Ben, on y va. Donc on repart par là. Courage. Bon, là, c'est là qu'il faut descendre. Hein. Ouais, c'est là, c'est bon. Oui. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est là. Maintenant de la redescente. Oui, parce que pour l'instant, on a fait une descente qui a pas mal monté. Maintenant, on va devoir faire la descente qui descend. Ça, c'est les anciennes bergeries basques qu'on appelle les caillolards. C'est très beau, hein. Amoncellement de pierres. Un peu en ruine. Si tu veux prendre le raccourci ou tu prends le... Ah, t'as raison, ouais. Shortcut, on y va. C'est surtout pour les chevilles que je pose la question. Et les bergers continuent toujours pour les transhumances? Ils montaient leurs moutons, oui, en transhumance, et ils se servaient chaque année à l'étage où ils arrivaient de ce caillolard. Ils passaient plusieurs semaines, ils faisaient paître les troupeaux autour, et après ils montaient plus haut dans la montagne, où il y avait un autre caillolard, et ainsi de suite. Et puis après, passé le 15 août, ils redescendaient dans la vallée, où les moutons passaient l'hiver, où les vaches passaient l'hiver aussi. Ah oui. Et le petit clocher de Saint-Étienne. Ouais. On l'a mérité. Si on était courageux, on irait prendre un bain de pied dans le torrent. Dans le torrent, des aldudes. Pour se faire du bien. On va se jeter dans la Nive. Ouais. On ira jusqu'aux sources de la Nive. Jusqu'aux sources. Ouais, peut-être. Depuis tout à l'heure qu'on en parle, j'y ferais bien un tour, moi, dans l'église.
tout est beau dans cette église. Attends, c'est particulier là. C'est magnifique. Tu sais quoi, on va essayer d'aller le voir. Bonjour. Désolée de vous déranger, mais on est complètement éblouis par le son qu'on vient d'entendre en rentrant dans l'église. Très particulier cet orgue. C'est un orgue baroque. Oui. Donc nous avons voulu, lorsque nous avons vu ce projet, construire un orgue baroque, parce que c'est un type d'instrument qui est très rare ici dans le sud-ouest, et nous voulions un instrument de qualité. On peut dire que c'est un orgue ancien et qui a été fabriqué entièrement dans les ateliers de Rémi Mahler. Donc c'est un travail artisanal du début jusqu'à la fin. Et donc il réussit à donner à ces registres, à ces sonorités, quelque chose de très particulier. Moi, j'aimerais bien que vous m'éclairiez sur la... Il y a une identité basque. C'est une question qui est très difficile. Oui. Du reste, le basque se définit par la langue. Ouais. En basque, nous appelons un basque euskaldun, c'est-à-dire celui qui possède la langue basque. Et inversement, ceux qui ne sont pas basques, nous les définissons comme erdaldun, donc ceux qui ne possèdent pas le basque. Ce sont nos étrangers. C'est nous, quoi. Peut-être. Si vous pouvez le dire. Nous ne possédons pas le basque. Alors jusqu'à quand pourrons-nous définir les Basques comme étant des euskaldun? J'ai très peur. J'ai très peur. Vous avez très peur, pourquoi? Parce que la Parce langue est en que train la de langue se perdre. se perd. Ouais. Yves, descends. Yves, comment on fait pour sortir d'ici? Elle est immense cette maison. Bonjour. Bien dormi? Et toi? Oui. Oui? Le concert des moineaux, des pinsons, même des rossignols de temps à autre, c'est vraiment... Quel bonheur. Et si on marchait pas aujourd'hui? Si on restait là? Non? Ah, on marche, comme d'habitude. Bonjour. Alors, Ça se passe bien? oui, c'est un château ici. Ah oui, Comment elle s'appelle oui, cette oui. maison? Cette maison, elle s'appelle Yaoleya, maison de maître en fait. Voilà. La maison, ça se dit comment en basque? Echea, ouais. Echea. Donc il y a des maisons, c'est Echeberria par exemple, c'est une nouvelle maison. Echemendia, la maison de la montagne. Parce que Ouais. c'est l'identité basque correspond beaucoup, j'imagine, à des maisons. Enfin, c'est... La maison, en fait, c'est vraiment le pilier de la société basque. Ici, c'est tellement fort que ça va jusqu'au point, en fait, de quand on s'adresse à une personne, on l'appelle, on la connaît mieux par le nom de la maison, finalement, que par son nom de famille. Vous n'avez pas besoin d'une... Je suis en train de négocier avec lui. Vous n'avez pas besoin d'une cuisinière ou d'une masseuse? Mais il m'en a parlé, il m'a dit, d'abord, elle doit finir le GR, Bravo. et puis après, on discutera. Mais Voilà, après, pas de voilà. problème. Hein. Allez, à l'est, toujours à l'est, telle est notre devise. Ça va le petit cahier de brebis? Je suis en train de digérer là, mais... C'était tellement passionnant de l'écouter.
raconter l'âme un peu de cette maison, comme Michel hier. On pourrait les écouter pendant des heures. En route vers l'est, comme toujours. Aujourd'hui, c'est un Jean-Pied de Port, le chemin des pèlerins de Compostelle. Les montagnes russes. Saint-Étienne, d'où on vient, mais l'étape d'hier, pratiquement dans son entier. Midrail, c'est là derrière, là-bas. Ouais. Et puis là, toutes les crêtes dit par là, qu'on a faites hier, avec la descente, là, tu vois. Tu te vois sur le sentier là-bas? Très bien. C'est toi, hein? Ce sont mes jambes qui s'en rappellent. Tu crois que si les fleurs pouvaient pousser des cris et qu'on savait les entendre, parce qu'à chaque fois qu'on marche dessus, on se ferait injurier. Elles me connaissent. Elles te connaissent ou elles te reconnaissent? C'est parce que moi, je suis respectueux des fleurs, je leur dis bonjour quand je passe. Et du coup, même quand je les ai pas vues, elles font un petit signe. Sur la bord de la route, regardez-moi, il ne faut pas caler. Et voilà, à nous aussi de rentrer dans la lumière, dans les pas. Ces millions de pèlerins. Saint-Jacques. Ah, tu voulais faire la pèlerine, comme tu dis. Tu le fais maintenant sur le GR65, ancienne route de Compostelle, qui part, mais on va pouvoir continuer jusque là-bas. Écoute, les randonneurs et les pèlerins se ressemblent un peu. Ouais. Comme nous, on va chercher aussi des réponses en marchant, en tant que randonneur. Tu vas parler aux fleurs, toi. On va chercher des questions, surtout nous, pas Ouais. moi. Ce serait bien qu'on trouve nous aussi un gîte, mais on n'a pas le droit d'aller. On n'a pas le droit d'aller dans les gîtes pour les pèlerins. Alors, on va aller Pas le droit, chambre pas le chez droit. l'habitant. Tiens, peut-être que là, on va demander, non? Maison d'hôte. On voulait savoir si on pouvait dormir ici ce soir. Oui, Il y a de la place? oui. Je sais pas ce que c'est que ce personnage qui est là-haut. J'ai demandé tout à l'heure, personne ne sait. C'est une sorte de Saint-Jacques de Cro-Magnon. Oui, ou Jacques le Majeur. Tu crois qu'elle est ouverte, l'église? Dans quelque chose, là. C'est des chants basques.
Bonjour. Vous voulez changer de pâture là? Là, on les a à la bergerie, on les sort. Ah oui? On les met à la prairie, là, vous voyez, là. Vous les mettez dans quel pré là? Le pré qui est là? à droite, Le là. pré qui est là? À gauche, là. Oui, Ah ouais. On continue les transhumances, c'est bien. oui, à pied. On À est à pied. peu près le dernier. Maintenant, les camions ont pris la place. Ouais. Et vous trouvez ça bien, vous, que les camions prennent la place ou vous préférez... C'est pas très beau, il faut Non, dire. c'est pas très beau. Hein. Autrefois, il fallait voir ici le premier, parce qu'en plus, autrefois, le 1er mai, c'était classique. Hein. Ah oui. Tout le monde montait. Maintenant, pouf. Ah ouais. Le 1er mai, vous aviez, par exemple, à Stanislavie, il y avait la douane. Bon, au moins 1,5 km avant la douane, vous avez les troupeaux qui attendaient leur tour pour passer. Ah C'était oui. magnifique, ça. Ouais. C'est fini, ça. Ah, c'est fini, ouais. Votre père et grand-père étaient bergers sans terre aussi. bergers sans terre. Et donc, quand vous êtes berger sans terre, vous relouez les terres que votre propre père et Non, grand-père... non, du tout, là. Oui. Non, ça, là où on trouve, hein, c'est pas... D'accord. Mais un berger, c'est pour ça, c'est un truc ambulant. Hein. Oui. Cette année, vous êtes à Bayonne, l'année Oui. prochaine, vous êtes à Hollande, il n'y a pas le choix. Hein. Voilà. On va repartir avec vous. On va se remettre en chemin. Ah bon? Je n'étais pas du tout fait pour être bergère. C'est vrai, depuis que je suis mariée, je ne fais que ça. Il y a Arnaud qui vous a détourné de votre première vocation. Ben oui, Pour aller dans les montagnes. J'adore ça. Hein. J'adore, moi, les bêtes. Voir la montagne. On essaiera d'aller jusque chez vous, mais je ne sais pas si on va trouver. On comptait. Non, mais on va marcher. Oui, il y a du brouillard, mais... Pourtant, c'est dommage, parce qu'il y a... Vous êtes là pour Non, parce qu'on va jusqu'à Saint-Pangras. On est parti, voilà, on est parti de la rue. L'époque des grandes transhumances semble révolue. Et pourtant, nous avons l'impression depuis hier d'être entrés au cœur du Pays basque. Une identité brillante, comme le soleil, tant vénéré autrefois. L'Etxea, la maison basque, et les stèles funéraires sont toutes dirigées vers le soleil, comme si elles priaient la lumière de revenir lorsque les brumes venues de l'Atlantique envahissent les premiers reliefs. C'est toujours pareil ces trucs-là, c'est bien, mais tu deviens vite un ravioli à vapeur là-dedans. Dès que la pluie s'est arrêtée. C'est des tubes. Moi j'aurais bien aimé, moi, tu vois, il y a quelques années, voir les embouteillages des transhumance. Ça devait être quelque chose quand même. Ça devait être effectivement un spectacle. Vers des grands champs d'asphodèles. Ah, c'est beau, hein. Les asphodèles blancs, Asphodelus albus. C'est des plantes, avant, il y a un gros bulbe en dessous dans la terre, comme ça. Ouais. Et c'était des plantes de la famine. Quand il y avait des périodes de famine, les paysans n'avaient plus rien à manger, les récoltes étaient épuisées depuis longtemps, et ils mangeaient des bulbes d'asphodèles. Et quand ils ont été réduits à manger les bulbes d'asphodèles, c'est que vraiment la situation était extrêmement grave. Ouais. Ouais, mais c'était la dernière chose qu'ils trouvaient à manger parfois. Toi, j'ai pas envie d'arriver aujourd'hui. Parfois, t'as pas envie de te poser, t'as envie de continuer cette itinérance qui est profondément humaine, hein, qui est un langage universel, de marcher comme ça. Et de m'arrêter vraiment quand t'es épuisé, que le corps n'en peut plus. Mais pas par rapport à des étapes que t'as décidées. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est dans l'ambivalence quand on marche, parce qu'on se dit pourquoi marquer une étape, un endroit où on va s'arrêter. Et puis on en a aussi, il faut bien le reconnaître, de temps en temps un peu marre, et on se dit vivement l'étape. Mais je suis dans la même disposition d'état d'esprit que toi, j'ai vraiment envie de pouvoir marcher sans arrêt comme ça, de très très loin. C'est pas très loin les sources de la Nive. Non, il y a un petit sentier et vous prenez tout le temps sur la droite là. D'accord. C'est sûr que tu veux pas déposer ton sac? Non, en plus j'ai un poncho dedans, et ça va peut-être être un peu utile maintenant. D'accord.
j'adore cette idée de remonter à la source des rivières ou des fleuves qu'on suit après des jours et des jours de petits ponts traversés et de marche à ses côtés. On arrive là, au milieu de ces pierres, où elle réapparaît. On s'était un petit peu promis d'aller jusqu'à la source de la Nive. On y est maintenant. C'est un peu cette idée du fil de l'eau. On peut suivre l'eau en descendant, on peut aussi essayer de suivre l'eau en remontant jusqu'au nuage. Mais là, le Pays Basque, c'est vraiment le pays de l'eau. C'est un très beau décor pour écrire une légende. Malédiction de la source ou signe de bienvenue en Soule? Nous ne sommes pas du tout sûrs de trouver le chemin des cromlechs ce matin. Il y a un poteau avec une marque là. Mais attends, j'en vois un aussi là-bas, là-haut. Yves! Yves! T'as vu les cromlechs? C'est par ici! Et là, ça c'est des... Ils sont pas encore en fleurs, c'est des très jolies fleurs qui ressemblent à des comètes, c'est des érythroniums, ça s'appelle le dent de chien. Ça fait des petites comètes roses. On regarde les fleurs quand il y aura une éclaircie. Là, marchons un peu parce que on va encore paumer là dans la brume. Ah non! Ah non, ça empire. Quoi? Ça empire, je croyais pas que ça pourrait empirer, mais ça empire encore. On est bien là, Yves, hein? Ah ouais, on est super Moi j'aime bien. les balades comme ça. On est extraordinairement On bien. a une vue panoramique. Allez, bon, tant pis. La pluie redouble et brouille les cartes du temps. Plus de 5 heures de marche aveugle dans ces collines fantômes. Pour l'heure, nous traversons sous l'orage la grande forêt de hêtres avant de trouver refuge dans les chalets d'Irati. Regarde tous les petits êtres qui poussent là. Des centaines de jeunes êtres pour les générations futures. La grande forêt d'Irati, c'est vraiment un trésor, non seulement du Pays Basque et des Pyrénées, mais de l'Europe tout entière. C'est Une des plus grandes forêts. une des plus grandes forêts de feuillus en Europe. Et rien qu'en France, il y a 2500 hectares presque ininterrompus de cette forêt riche, puissante. La strate intermédiaire des petits arbres, ceux qui ont déjà eu une chance. Mais surtout ceux-là, il y aura encore une sélection importante. Il n'y en aura qu'un ou deux qui arriveront à la taille des énormes êtres qu'on a ici. Le paysage, pour moi, c'est resté une sorte de film de rêve, tu vois. Des légendes comme ça. Bah oui, j'espérais voir des trucs et j'ai rien vu du tout. Moi, je trouve qu'on a surtout changé de couleur aujourd'hui. On est passé du rouge de Navarre au gris de la Soule.
C'est un peuple confiné par les envahisseurs venus de toutes parts et qui est resté fièrement dans sa vallée avec sa culture et sa langue et qui a réussi à la garder jusqu'à maintenant. Mais le Pays basque est peuplé depuis avant même Homo sapiens. On a des Homo erectus d'au moins 100 000 ans ici. Ils sont restés avec leurs particularités variées, même du point de vue des groupes sanguins, on a discuté. Mais d'où sont-ils venus? Enfin, je ne sais pas si quelqu'un le sait maintenant, mais enfin, personne ne me l'a dit en tout cas. Tout reste assez mystérieux, oui. C'est un vrai mystère, oui. Je commence à être un peu bercée par tes paroles et la chaleur. C'est moi qui vais m'endormir un petit peu dans le mystère du Pays basque. Nous partons tôt ce matin pour la passerelle d'Olzaarte, les gorges de Caqueta et ses pentes vertigineuses. Plus de 1000 mètres de dénivelé nous attendent. Découvrons les courbes dessinées par les barrières naturelles, protectrices de ces riches vallées. Waouh, regarde la passerelle fantomatique là-bas. Magnifique. Regarde, c'est beau l'autorand d'Olat Duby, tout là-bas en bas. Oh que c'est beau là, regarde un peu. Ouh. Avoir du gaz sous soi n'est pas une sensation entièrement normale. J'ai pas du tout le vertige moi, alors du coup ça me donne très envie de sauter. Ah ouais. Regarde, il y a un petit nid d'aigle qui nous attend. Ouah. On n'est pas bien là. Ici on a l'entaille de la Caqueta. Ouais. Ensuite l'entaille des Djouarés, Ouais. derrière là. Et puis après, Saint-Angras est derrière, Juste en en dessous. face des Djouarés. C'est le résumé aussi de la violence magnifique de la formation des montagnes et des Pyrénées. C'est ça, c'est le résultat de la remontée de la plaque de l'Afrique qui vient percuter la plaque européenne, eurasiatique. Et puis entre les deux, il y a une petite plaque, c'est la plaque ibérique. Elle se retrouve coincée, elle tourne un peu dans tous les sens. Et la puissance de la tectonique fait qu'à un moment donné, le fond de la mer est pris en tenaille et se soulève et monte. Comme ça, monte jusqu'à donner cette chaîne des Pyrénées qui est une véritable barrière, une sorte de colonne vertébrale d'épine dorsale tendue entre l'Ibérie et l'Europe. Notre escapade par les gorges de Caqueta nous offre les premières cimes des Pyrénées. Saint-Angras, dernier village aux confins du Pays basque, n'est plus qu'à quelques kilomètres devant nous. Une frontière bien abstraite quand les jours défilent au rythme du pas. Voilà, Saint-Angras, la rivière bleue.